مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في مال المغرب من Washington on Median TV. We're delighted as always to have you join us. We're taping the show on Wednesday, November 9th, which is the day after the US midterm elections which took place on Bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission Avec le Maroc depuis Washington sur Median TV. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver. Nous enregistrons l'épisode d'aujourd'hui au lendemain des élections de mi-mandat aux États-Unis, sachant que l'émission sera diffusée bien sûr le 13 novembre, alors que certains résultats peuvent avoir changé entre-temps. Mais force est de constater que ces élections sont trop proches pour mettre fin à l'incertitude dans quelques jours. Les électeurs américains se sont rendus aux urnes le 8 novembre afin de renouveler l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. D'ailleurs, au cours des 2 dernières années, le Parti démocratique a joui d'une majorité dans les 2 chambres du Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat, ce qui signifie que le président Biden n'avait pas de réelle opposition lors du traitement des questions législatives. Mais avec ces élections, cette situation semble révolue car les résultats préliminaires indiquent que le Parti républicain a remporté la majorité au sein de la Chambre des représentants, ce qui est suffisant pour entraver une grande partie des missions du président américain. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons braquer nos projecteurs sur les résultats des élections législatives de mi-mandat en analysant leurs répercussions sur les 2 prochaines années aux États-Unis. Après avoir remporté la majorité au sein de la Chambre des représentants, les républicains éliront Kevin McCarthy comme prochain président de cette Chambre. Alors, comment McCarthy gérera-t-il cette présidence? Que signifient ces résultats pour la politique étrangère américaine? Les républicains forceront-ils la main de Biden sur des questions telles que l'Ukraine, la Chine et le Moyen-Orient? Et quelles seront les conséquences de ces élections de mi-mandat pour les prochaines élections présidentielles en 2024? En fait, de nombreux candidats soutenus par Donald Trump ont perdu des sièges clés lors de ces élections et les démocrates menés par Biden ont fait mieux que prévu en gardant le contrôle du Sénat. Comment cette situation affectera-t-elle l'avenir des 2 partis alors qu'ils se préparent pour les élections présidentielles qui se dérouleront dans 2 ans? We're joined to examine these questions by a veteran Washington lobbyist and someone who knows the politicians very well. His name is Larry Grossman. Pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un expert en politique américaine. Il s'agit de M. Larry Grossman, directeur d'une société de recherche en relations internationales et en communication nommée CT Group. Auparavant, Larry était un haut fonctionnaire du bureau du Congrès démocrate à Washington. Il a également été membre de la Commission des forces armées de la Chambre des représentants des États-Unis. Monsieur Grossman, nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Larry, great to have you with us. We're also joined by our special contributor, Mark Feifley, who, as you'll all remember, was a senior official in the administration of George W. Bush. He's here to participate as a panelist. Avec nous également, Mark Feifel, qui, comme vous le savez, était un haut fonctionnaire dans l'administration du président George W. Bush. Il est avec nous aujourd'hui en tant que chroniqueur. Et je commence tout d'abord, comme d'habitude, avec lui. Marc, quelques jours avant ces élections, la majorité des gens parlaient d'une vague rouge républicaine qui allait déferler sur tout le pays lors de ces midterms. Mais cela ne s'est pas produit car les démocrates ont fait mieux que prévu. Alors, que s'est-il passé exactement ? Et pourquoi cette vague rouge républicaine annoncée par les sondages ne s'est-elle pas produite? Well, the Republican Party very much took the football, the American football, and threw it on the 1-yard line and did a touchdown dance. Permettez-moi de faire le parallèle avec le football américain. Le Parti républicain a pris le ballon et l'a lancé dans la ligne de but en célébrant sa victoire comme s'il avait déjà ouvert le score. That's one thing they did very well in 1994 with then incoming Speaker Newt Gingrich, and again in 2010 with this kind of Tea Party rebellion
En fait, le Parti républicain n'a pas réussi à bien communiquer avec l'électorat américain, comme ce fut le cas lors des élections de 1994, lorsque Newt Gingrich visait la présidence de la Chambre des représentants, ou encore en 2010 avec le mouvement du Tea Party qui avait uni les rangs du parti. Mais cette fois, ils se sont présentés en rangs dispersés, avec d'un côté le candidat trumpiste pur et dur, et de l'autre de nouvelles figures montantes du parti, et aujourd'hui chaque camp blâme l'autre. Ensuite, ils sont allés aux élections générales et ont essayé de rédiger une lettre expliquant ce que les républicains feraient s'ils prenaient le pouvoir. Mais malheureusement, ils n'ont pas abouti. Nous voyons donc que les États-Unis sont plus divisés que jamais. Cela va entraîner une paralysie de l'administration Biden qui doit s'attendre à être confrontée au pouvoir de blocage des républicains de la Chambre des représentants qui disposeront d'un pouvoir conséquent en matière de supervision, ce qui entraînera plus d'animosité au sein de cette Chambre et certainement aussi plus d'opposition sur les dépenses publiques et la politique étrangère américaine. Il y aura plus de résistance et d'inertie. Pourquoi pensez-vous que les démocrates ont dépassé toutes les attentes? Like everyone, I'm extraordinarily surprised. But this was always going to be a fight over a marginal 1 or 2%. Comme tout le monde, je suis très surpris de cet avantage d'environ 1 à 2%. Surtout, nous ne parlions pas d'un grand changement, mais quelque chose s'est passé parmi les électeurs indépendants qui n'appartenaient à aucun parti ou parmi les électeurs qui ne décidaient pas s'ils vont voter pour les démocrates ou pas du tout. But not vote for Republicans. So I'm very interested to see what those statistics are. Who came out to vote in large En fait, il serait intéressant de connaître les statistiques pour savoir qui a voté en grand nombre. Est-ce les jeunes, comme c'était le cas en 2018, ou bien les femmes qui se sont mobilisées pour les questions de droits des femmes? Mark, you had an interesting comment. It's when you talked about the Republicans celebrating. Marc, vous avez fait une remarque importante lorsque vous avez dit que les républicains ont célébré la victoire avant le vote. Vous avez également souligné que les républicains sont efficaces lorsqu'ils s'opposent à quelque chose. Mais ils le sont moins pour expliquer ce qu'ils veulent et quel est leur programme gouvernemental. Maintenant qu'ils ont gagné la majorité au sein de la Chambre des représentants, ils auront la responsabilité. Du coup, ils pourront passer de la parole aux actes, sous la présidence de Kevin McCarthy, qui devrait succéder à Nancy Pelosi. Que signifie un tel changement pour le gouvernement? Quel en sera l'impact? Comment McCarthy utilisera-t-il ses pouvoirs? Et quelles en seront les conséquences pour les prochaines élections présidentielles au niveau des deux partis? Well, it allows the speaker incoming to set some of the agenda, to put his leaders in for committee chairmanship and his own leadership team. What they can actually do with that is unknown, meaning Alors cela permettra au nouveau président de la Chambre des représentants d'établir l'ordre du jour et de nommer les présidents des commissions et le groupe de travail sous sa direction. Mais on ne sait pas ce qu'ils accompliront. Cela signifie qu'ils pourront lancer certaines initiatives budgétaires et permettre l'adoption de certains projets de loi, mais du fait de leur faible majorité, il leur sera difficile de réaliser de grands projets en termes budgétaires. But to be seen, a lot of people I think underestimate Kevin McCarthy. Maybe he can rise up leadership-wise, rise up as far as somebody who is an aspirational and inspirational leader. I don't know. En fait, beaucoup de gens sous-estiment Kevin McCarthy, même si ce dernier jouit d'une vision ambitieuse. Mais maintenant, il nous faut attendre pour voir si les possibilités seront plus grandes ou non. Il aura besoin d'un peu de temps pour imprimer sa politique. Parviendra-t-il au consensus bipartite, comme ce fut le cas entre le président Bill Clinton et Newt Gingrich, ou également entre John Boehner et Barack Obama, où des décisions pouvaient être prises avant d'être présentées au président? Il faudra alors attendre pour voir et espérons que cela aboutisse. But odds are against it. Yeah. Larry, Mark mentioned in his earlier answer that with Republicans in charge of Congress, in charge of the House of Representatives. Larry, Mark a indiqué tout à l'heure qu'avec le contrôle des républicains de la Chambre des représentants, nous verrons beaucoup d'enquêtes. Il pourrait poursuivre Joe Biden et même aller jusqu'à appeler à sa destitution.
De même, ils enquêteront certainement sur de nombreux membres de son administration. Quelles sont vos attentes à ce sujet? Et comment déterminez-vous les critères de réussite dans cette bataille push and pull? I think the definition of success will be keeping their own base and their own constituents engaged, and that we don't know what that means yet. Je pense que la définition du succès signifiera le maintien du contact avec le socle électoral des deux partis, et nous ne savons pas ce que cela signifie pour le moment. Marc a souligné un point important relatif aux années 1994 et 2010, lorsque le courant dominant visait le juste milieu. Mais cela fait longtemps qu'il n'y a pas eu un tel courant, que ce soit parmi l'électorat ou au sein du Congrès. Having a benefit for your community at large. So I think the success will be seen is. Je pense donc que le succès peut être au rendez-vous si le parti continue de bénéficier du soutien de ses bases, comme en témoignent les sondages d'opinion, et s'il continue bien sûr de communiquer avec le socle électoral. Elections coming up again in 2 years, and we'll see that for sure. Okay. مشاهدينا الكرام, we'll come back after the break to talk about the elections and foreign policy. D'accord. But, you know, Chers téléspectateurs, nous allons maintenant faire une courte pause avant de nous retrouver pour discuter de l'impact des résultats de mi-mandat sur la politique étrangère. Nous avons souvent parlé, dans le cadre de cette émission, de l'ampleur de la division de la société américaine, et il est devenu clair que ces élections ont confirmé qu'aucun des partis ne bénéficie d'un grand soutien ni d'une grande majorité. Et il est étonnant que la plupart des gens aux États-Unis veulent un gouvernement divisé, avec un parti qui contrôle la Maison-Blanche et l'autre, le Congrès, pour empêcher la centralisation du pouvoir entre les mains d'un seul parti. D'ailleurs, personnellement, je trouve que c'est la véritable leçon de ces élections. Nous parlerons également, après une courte pause, de ce que ce scrutin implique pour l'avenir de l'ancien président Donald Trump au sein du Parti républicain. Restez avec nous. مشاهدينا الكرام, مرحبا بكم في المغرب من Washington. Welcome back. We're here discussing today. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur les répercussions des élections américaines de mi-mandat qui ont eu lieu le 8 novembre. Et je vais maintenant vous poser deux questions. Je commence par Marc, puis Larry. Il était clair que la plupart des sujets abordés lors de ces élections étaient des questions internes telles que l'inflation, la hausse des prix et la criminalité aux États-Unis. Et c'est tout à fait normal. La politique étrangère n'était pas un point essentiel. Cependant, maintenant que les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants, comment aborderont-ils ce sujet de la politique étrangère? Peut-on s'attendre à un changement radical au cours des 2 prochaines années? Probably not radical. What it means is Republicans, instead of just using rhetoric and coming out against everything that Joe Biden might have to say for foreign policy, or peut-être qu'il n'y aura pas de changement drastique. Au lieu d'opter pour un battage médiatique et de se dresser contre tout ce que le président Biden entreprend, les républicains devront prendre des décisions. Now they are in the driver's seat of the budget. Par exemple, en ce qui concerne la guerre russo-ukrainienne, les républicains ayant le contrôle de la Chambre des représentants opteront-ils, comme Donald Trump, pour des politiques protectionnistes à l'égard de la Russie? Poursuivront-ils leur hostilité envers la Chine? Ou au contraire, essaieront-ils de trouver un consensus avec les démocrates sur toutes ces questions? Quant au pourparlers sur le nucléaire iranien, qu'en sera-t-il? Le programme nucléaire de l'Iran doit être approuvé par la Chambre des représentants avant de pouvoir être adopté par le Sénat. Toutes ces choses deviendront claires et au lieu de les critiquer sur les réseaux sociaux ou en sein de la Chambre, des sessions de commission devront être convoquées et votées. Larry, avant de répondre à cette question, permettez-moi d'ajouter une chose. Les républicains sont connus pour leur tendance à vouloir renforcer le rôle des États-Unis à l'étranger.
Il est vrai que sous Donald Trump, les choses étaient un peu différentes, car Trump promettait de placer l'Amérique d'abord, America first, comme il disait, en déclarant qu'il ne dépenserait pas l'argent des États-Unis pour résoudre les problèmes des autres. Ce que je voudrais vous demander, c'est à quoi ressemble le Parti républicain aujourd'hui et comment cela affectera-t-il la politique étrangère américaine? I think the president has Écoutez, very unique le roles président to américain a un policy rôle across tout the à fait board. unique dans la gestion de la politique étrangère conformément à la Constitution. En fait, la politique du Congrès des États-Unis privilégie d'abord les affaires locales en vertu du principe de l'Amérique d'abord. Pour ce qui est des affaires internationales, il y a eu dans une certaine mesure ce que je crois être une continuation de la vision des administrations américaines précédentes envers la Chine après qu'elle soit devenue le centre de l'attention américaine, que ce soit au niveau de la politique étrangère, intérieure ou économique. Je pense que le président Biden continuera de se soucier des affaires internationales. Mais comme l'a dit Mark, les républicains conserveront leurs responsabilités tout comme le Congrès, peu importe qui siège à la Maison-Blanche. Mais le président américain pratique la politique étrangère américaine comme il l'entend. Il est clair que le Sénat n'a pas son mot à dire en matière de politique étrangère, sauf sur l'aspect des aides, ce qui est important pour l'Ukraine, car il reçoit de l'argent des États-Unis pour combattre la Russie. Et certains républicains, notamment McCarthy, disent avoir des doutes sur la poursuite de ce soutien, qui a coûté très cher au peuple américain d'ailleurs. Que pensez-vous alors de cela et de la nouvelle selon laquelle Poutine voulait une victoire républicaine pour diviser le front américain? Écoutez, une des choses qui est difficile pour tout président de la Chambre des représentants, y compris le prochain, et surtout en tant que président républicain de la Chambre des représentants, est de maintenir l'unité des représentants sous sa direction. All of his Democrats, it will be 210, 215. Dès lors, le président Biden pourra maintenir l'unité des députés démocrates et leur nombre oscillera entre 100 et 115 membres. Alors qu'il y aura un grand nombre de républicains qui continueront de soutenir le financement des aides au profit de l'Ukraine et de son peuple. Je pense donc que le prochain orateur de la Chambre des représentants affrontera pour la première fois le président Biden sur la question du financement d'urgence pour l'Ukraine et cela démontrera la qualité de son leadership à la Chambre des représentants. Ces dernières élections ont été une épreuve de force pour Donald Trump. Bien qu'il n'ait pas été candidat, il a fortement soutenu plusieurs candidats qui ont perdu. Que peut-on en conclure alors sur la popularité et l'influence de Donald Trump sur ses électeurs? Et quelles sont ses chances aux élections de 2024? Premièrement, le président Trump n'a pas décidé de ce qu'il allait faire. Je doute qu'il annonce quoi que ce soit la semaine prochaine sur son intention de se présenter aux prochaines élections présidentielles. Je pense qu'en cas de victoire, il s'attribuerait tout le mérite. Et dans le cas contraire, il blâmerait tous ceux qui n'ont pas suivi ses directives. Par conséquent, l'échec des candidats républicains déjà avérés en Pennsylvanie est ce qui pourrait se confirmer dans la course au poste du gouverneur de l'Arizona ou au Sénat en Géorgie. Trump l'expliquera par le fait qu'ils n'ont pas fait campagne électorale à sa manière et je pense qu'il est difficile de prédire son avenir parce que les électeurs découvrent à peine les nouveaux contours de l'arène politique. Au moment des midterms de 2006, les électeurs pensaient que le prochain président américain serait l'ancien gouverneur de Wisconsin, mais il n'a même pas pu passer les primaires. Il est difficile de prédire qui sera en lice pour la course à la Maison-Blanche. Et je pense que Donald Trump pourrait se sentir encouragé de voir son ami proche, Benjamin Netanyahu, officiellement mandaté pour reformer le gouvernement. Trump lui-même dit que si Netanyahu peut gagner, Trump le peut aussi. I think all of those in Washington who like to comment would say that the president had a very bad 24 hours, the former president of the United States. But I think he feels very emboldened. He saw his close friend, the former Prime Minister Netanyahu, have a victorious day in Israel 10 days ago. And, you know, if as they say, Bibi can do it, Donald Trump can do it. All right, Mark, talk to us about the Republicans Mark, a little bit. pouvez-vous nous parler des républicains?
En fait, il me semble qu'il y a une nette division interne au sein du parti entre ceux qui soutiennent Trump et ceux qui veulent s'éloigner de son héritage controversé. Et nous avons vu comment certains des candidats MAGA, Make America Great Again, ont échoué, contrairement aux républicains traditionnels. Que pensez-vous alors de ces résultats? Les élections de mi-mandat ont-elles profité ou nui à Donald Trump? Et quel est, selon vous, l'impact de cette division sur les républicains dans les 2 prochaines années? So, what does Donald Trump need to do? He probably needs to declare for president pretty quickly. Ce que Donald Trump devra peut-être faire, c'est annoncer rapidement son intention de se lancer dans la course à la Maison-Blanche. Le président Biden doit également annoncer cela. What Trump needs is a bunch of people to get into this race, a bunch of Republicans. If it's just DeSantis versus Trump, then it's more difficult. But how Trump won in 2016 En fait, Trump aura besoin de la présence d'un certain nombre de rivales républicains pour la course à la Maison-Blanche. Car si la bataille tourne au duel face au gouverneur de Floride, Ron DeSantis, ce sera plus difficile pour Trump en comparaison avec le scénario de 2016 où il avait concouru avec un grand nombre de candidats et obtenu l'investiture de son parti avec seulement 20% des voix aux primaires. Il va donc devoir passer à l'offensive et se déclarer rapidement pour espérer couper l'herbe sous le pied d'un candidat de cette trempe qui pourrait sérieusement menacer sa candidature. That's what Donald Trump's big worry is. Okay. Larry, last question on the show. Look. Ma dernière question est pour vous, Larry. On sait que les démocrates ont mieux réussi que prévu, mais ils ont perdu de nombreux paris et la popularité du président est à son plus bas. Marc nous a donné son opinion sur les républicains. Quelle est la vôtre sur les démocrates? Où en sont-ils par rapport aux élections de 2024 et comment voyez-vous leurs chances? I think the Democrats are standing a little bit better than they thought they would. That's for sure. Et des élections en demi-mandat en meilleure forme que prévu. Je pense également que la popularité du président américain est faible et le restera, à moins que les États-Unis ne soient confrontés à une crise exceptionnelle. Si nous regardons historiquement, nous ne trouverons pas de niveau de popularité aussi élevé pour un président qu'après les attentats du 11 septembre. En remontant 25 ans en arrière, ça a toujours été la même chose sous l'ère Clinton. Il n'y a jamais eu de large majorité d'opinion favorable. Doing a good job. I think sadly we live in an era where one half of the country dislikes the president, regardless of what he might do, and the other half likes him. Je pense que la moitié des Américains restent favorables au président, peu importe ce qu'il propose, et que l'autre moitié ne l'aime pas quoi qu'il fasse. La vraie question à laquelle sont confrontés les démocrates, c'est si Biden se présentera aux élections de 2024. À moins qu'il décide de ne pas se lancer, on s'attend à ce qu'il soit favori pour l'investiture de son parti. Si les élections présidentielles devaient avoir lieu demain, Biden aurait toutes les chances de l'emporter. Mais il reste encore longtemps pour déterminer si des candidats démocrates veulent rivaliser avec lui. Mark, Joe Biden aura 80 ans le mois prochain et il en aura 82 en 2024. Les Américains voteront-ils alors pour quelqu'un de cet âge et qui va quitter la Maison-Blanche à l'âge de 86 ans lorsqu'il achèvera son deuxième mandat? I think that's what, for example, the governor of California, Gavin Newsom. Je pense que c'est exactement la question que se pose le gouverneur de Californie, mais il le fait en coulisses. C'est un sujet qui est aujourd'hui mis sur la table par de nombreux démocrates et donateurs. Il y en a peut-être qui veulent défier Biden, comme a déclaré Larry, mais il nous reste encore 2 ans. Politiquement, il s'agit d'une longue durée, donc personne ne sait ce qui va se passer maintenant. Mouchahedine al-Karam, you heard it on Médian. 2 years is a lifetime in politics. Chers téléspectateurs, nous arrivons déjà au terme de cette discussion. On peut conclure de cette analyse pertinente et précise de cette édition d'aujourd'hui sur Médian TV ce qui suit. Il nous reste encore 2 ans et personne ne sait ce qui va se passer. Mais ce que nous savons, c'est que l'électeur américain est dans un état de parité absolue. De plus, la conclusion que j'ai tirée aujourd'hui est la même qu'en 2020. Il ne faut pas croire aux sondages d'opinion. Ces derniers vous disent uniquement ce que l'électeur pense. Mais cela ne vous dit pas vraiment ce que l'électeur va faire et ce que vous devez attendre le jour du scrutin pour le savoir et être sûr. Les sondages ont laissé croire que les républicains gagneraient à une écrasante majorité, mais cela ne s'est pas produit.
Il est très important que les choses en 2024 vont connaître un changement. Et ce que je souhaite d'ailleurs, car l'ère de Donald Trump n'est plus. C'est la première leçon à tirer des élections. Time has come and gone. I think that's one lesson from the elections, the midterms. Number two, I don't see how Biden can conduct Quant à la seconde, je ne peux pas imaginer comment Biden pourrait mener une campagne électorale qui nécessite de l'énergie, du désir et de la force. Je veux dire, la force physique sur 12 mois à cet âge. Par conséquent, les républicains et les démocrates doivent chercher d'autres options. Je tiens à remercier Larry Grossman. Je remercie également Mark Feifel. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention. Notre rendez-vous se renouvellera la semaine prochaine. À très bientôt.